Parler de ce conflit de travail chez Poste Canada depuis les derniers mois, il y a eu du mouvement. C'est pas du mouvement pour le plus gros syndicat, c'est du mouvement pour le deuxième plus gros syndicat de Poste Canada. Une entente hier, ça touche 8500 employés qui sont responsables de la gestion des bureaux de poste, je vous dirais principalement en région rurale. Ça faisait 18 mois que les deux parties négociaient. Que prévoit cet accord-là? C'est une hausse de salaire de 11 étalée sur 3 ans. Marc Ranger est ex-directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique. Bonjour, M. Ranger. Bonjour Alexandre. Alors, quelles sont vos premières impressions là, sur cet accord-là? Ben, c'est pas tellement une entente qui est surprenante parce que c'est pas avec le groupe principal. On sait qu'il y a déjà un autre groupe de près de 2000 personnels au niveau des communications puis de l'administration qui, eux, ont accepté de repousser leurs négociations. Ils sont affiliés avec l'Alliance de la fonction publique jusqu'en 2026 puis ont accepté une année d'augmentation de salaire en attendant. Donc, ce syndicat-là, le deuxième en importance chez Poste Canada, eux, c'est pas tant les enjeux d'organisation du travail. Donc, ils ont été chercher les augmentations de salaire qui étaient là sur la table. On pourrait voir ça comme une bonne nouvelle. Là. Je vais être clair, c'est pas une mauvaise nouvelle, mais c'est loin d'être réglé chez Poste Canada parce que pour le plus gros groupe, rien ne va plus. On sait que la ministre a ordonné un vote sur la proposition finale de Poste Canada et que le syndicat recommande dans toutes ses communications de rejeter fortement cette offre-là. Fait que donc, c'est une demi-bonne nouvelle, mais ça ne fait pas en sorte qu'on est près d'un règlement pour le groupe principal. Non, c'est ça. M. Ranger, éclairez-nous. Pourquoi c'est si compliqué que ça de régler avec le plus gros syndicat de Poste Canada? Ça fait une éternité que ça traîne en longueur, cette histoire-là. Il n'y a pas d'avancement. Pendant ce temps-là, nous, on a des chiffres là, à chaque mois sur la situation financière catastrophique de Poste Canada. On a l'impression là, qu'il y a un monde complet qui sépare les demandes syndicales de la réalité, honnêtement, de cette institution-là. Comment vous voyez ça? Ben, depuis le début, c'est un fossé considérable et de part et d'autre. Puis le syndicat a maintenu des demandes depuis le départ, comme si Post Canada n'avait pas des difficultés financières. Le syndicat n'a pas reconnu les grands défis chez Poste Canada ou avait une vision différente de l'avenir de Poste Canada et il n'y a jamais eu de rapprochement. Et je regarde les communications du syndicat envers ses membres, c'est toujours un peu le même ton, un ton un peu guerrier, un ton sur lequel, bon, Poste Canada veut nous faire faire des concessions, des sacrifices. C'est pour ça qu'on se retrouve devant ce cul-de-sac-là. Maintenant, moi, ce que j'aurais pensé, parce que le syndicat était d'accord pour aller vers un arbitrage ciblé à Poste Canada pour tenter de régler le différend. La ministre du Travail, la nouvelle ministre du Travail, aurait pu donner un mandat très court à cet arbitre-là pour vraiment trancher une fois pour toutes tout ce qui touche les questions d'organisation du travail. Rappelez-vous, Alexandre, il y a eu une commission d'enquête pendant 4 mois, la commission Kaplan, qui, elle, a fait des recommandations. Donc, l'arbitre qui pourrait être nommé partirait pas d'une feuille blanche. Puis le seul bon signal dans ce dossier-là, c'est que le syndicat était d'accord pour recourir à un arbitrage. Là, actuellement, le fait que la ministre a ordonné un vote, ça va prendre peut-être 2 mois et demi. Et moi, je prédis que ce vote-là va être rejeté par les membres parce que, dans le fond, le syndicat recommande fortement le rejet. Peut-être que ce ne sera pas là. Oui, absolument. Là. Ils ont fait monter des rideaux. Oui. Donc, ça va être difficile, mais je sais que les gens chez Poste Canada, les employés, ne souhaitent pas d'un conflit. C'est pour ça qu'actuellement, on voit que c'est une grève du temps supplémentaire seulement. Je pense pas qu'on va revoir un grand conflit. Mais mon point, c'est que au niveau de la négociation, c'est impossible qu'on arrive à un règlement ces deux parties-là. Le vote sur une proposition finale de l'employeur, à mon avis, va être rejeté cet été, parce que ça va être organisé cet été. Donc, on perd du temps, alors que la ministre aurait pu immédiatement ordonner, pour une période de 3 ou 4 mois, cet arbitrage-là pour trancher une fois pour toutes le litige. Et donc, il va falloir suivre ça de près actuellement. Et c'est sûr que de part et d'autre, mais vous savez, Alexandre, les services postaux partout dans le monde, puis en Europe entre autres, il y a eu une grande étude qui a été faite à la fin de 2024. Partout, les services postaux sont en difficulté, qu'ils soient privatisés ou non, parce qu'on entendait beaucoup le débat de la privatisation.
Mais donc, on n'est pas différent au Canada, mais avec des défis beaucoup plus grands, parce qu'évidemment, on a un plus grand territoire à couvrir. Puis la mission de Post Canada, c'est de livrer des lettres partout au pays. Fait qu'il y a des défis importants, mais c'est pour ça que je ne crois pas que la voie de la négociation dans ce cas-ci, compte tenu que le syndicat n'a jamais fait de rapprochement, que ça peut rapporter. Et j'ose espérer que le plus rapidement possible, il y a un arbitre compétent qui va être nommé. On va commencer par laisser aller le vote, on verra, on peut avoir des surprises, mais la difficulté avec un vote, c'est que c'est l'employeur qui a écrit toutes les propositions sur l'organisation du travail dans sa proposition finale. Au niveau du salaire, moi, je pense que compte tenu que Post Canada est en difficulté, c'est intéressant, puis les membres pourraient être vraiment intéressés d'appuyer cette proposition-là. Mais le problème, c'est que Post Canada seul a rédigé les clauses d'organisation du travail. C'est une petite révolution là-dedans. Fait que ce serait l'équivalent de donner un peu un chèque en blanc à Post Canada pour faire tous les changements qu'il veut faire. Et ça, je pense que c'est pour ça qu'en quelque part, je comprends le syndicat de recommander le rejet. Mais par contre, j'étais très, très surpris que la ministre prenne cette voie-là parce que ça va retarder, dans le fond, un règlement ou des conditions de travail qui vont être stabilisées chez Post Canada parce que vous l'avez dit d'entrée de jeu, le plus rapidement possible, là, il faut regarder en avant. Puis les problèmes sont réels. C'est plus de 3 milliards de déficit depuis 2018 et ça ne s'améliore pas actuellement. Donc, chaque jour qui passe, chaque semaine qui passe, ça fait en sorte de creuser davantage le fossé au niveau du déficit chez Post Canada. Non, ça c'est clair. J'ai parfois l'impression que le mot grève a été le mot du printemps, hein, parce que j'aime rappeler un peu ce chiffre-là, puis je le faisais beaucoup avec Mario aussi. On représente globalement au Québec à peu près 23 % de la population canadienne, mais au-delà de 90 % des grèves, des conflits de travail, c'est drôle, ça se passe au Québec. Là c'est à la CEPAC qu'il y avait un enjeu, notamment pour les vacances, pour la fête nationale. Il y a un avis de grève qui a été levé, une entente de principe qui a été finalement trouvée entre le syndicat et la CEPAC dans ce contexte-ci. Est-ce qu'il n'y a pas un risque parfois, même de manière générale, là, de se mettre un peu l'opinion publique à dos, là, lorsqu'on brandit constamment la carte de la grève? Ça ne devrait pas être juste un ultime recours? Est-ce qu'on y a trop recours actuellement? Oui, c'est une bonne question. Oui, c'est fragile, c'est un ultime recours. Depuis 2 ans, c'est du jamais vu de voir autant de conflits. Puis je pense que c'est un record non seulement au Canada, mais je pense que je vois pas un autre endroit comparable, que ce soit en Europe ou ailleurs, où il y a eu autant de conflits qu'au Québec. Donc, c'est vraiment, on a un contexte qui est très, très particulier. Dans le cas de la CEPAC, comme dans le cas des transports collectifs ou des CPE, c'est toujours en plus très fragile parce que l'opinion publique peut rapidement devenir un facteur qui va jouer contre le syndicat. La CEPAC, vous savez, ça fait près de 2 ans que les conventions collectives étaient échues. C'est un des derniers groupes avec le gouvernement qui ne s'était pas entendu. Puis même hier, là, il y a eu une entente de principe, mais ça a pris, je pense, près de 8 heures avant que les délégués syndicaux acceptent d'aller soumettre cette entente de principe-là aux membres. On verra. Ça me dit que les objectifs n'ont pas été pleinement atteints, qu'il y a probablement des déceptions au niveau du salaire, parce que l'enjeu, c'était le salaire, particulièrement les plus bas salariés à la CEPAC, les salaires qui débutaient à tout près de 17 $ de l'heure. Il faudra voir est-ce que ces salaires-là ont été nettement améliorés par rapport aux salaires plus élevés, mais je pense que ça reflète le fait que ça a été aussi long, qu'il y a de l'insatisfaction au niveau du résultat. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'entente de principe va être rejetée, parce que les gens, je pense, voulaient avoir une entente, mais je reviens à votre question de départ. À la CEPAC, très fragile aussi, parce que les gens planifient leurs vacances depuis près d'1 an. Moi, je trouvais que ça aurait été très, très dangereux d'aller sur une grève de 4 jours pour le premier grand congé, pénaliser les familles. Fait que je pense que ça jouait dans la balance pour que le syndicat se dise c'est peut-être pas tout ce qu'on voulait, mais on va aller vers une entente pour tenter d'éviter de se mettre l'opinion publique à dos. Oui, la grève a été beaucoup plus utilisée, mais vous savez quoi? C'est parce que toutes les négociations sont beaucoup, beaucoup médiatisées, comme j'ai jamais vu auparavant. Et chaque groupe voit bien les résultats que l'autre a obtenus. Et ça crée un effet d'entraînement, une espèce de surenchère. Et là, les gens se disent, ben,
on va donner un mandat de grève au plus vite. Dans le cas du transport collectif, vous savez que le projet de loi du ministre Boulay pour restreindre le droit de grève va entrer en fonction seulement le 30 novembre. Alors moi, je pense qu'on n'a pas fini de voir des grèves dans le transport collectif à Montréal et à Québec parce que les syndicats vont tout faire pour essayer de régler avant l'entrée en vigueur de cette loi-là, qui pourrait drôlement limiter les moyens d'action. Par exemple, en augmentant de beaucoup les services essentiels, c'est un nouveau critère. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on va voir d'autres conflits dans le transport collectif. Fait qu'il y a des facteurs, le cadre légal, la surenchère et on est un peu comme un village gaulois au Québec où c'est un phénomène unique de voir autant de conflits. Marc Ranger, ex-directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique. Merci pour vos explications. Merci à vous.